Réflexion culturelle 3. L'éducation commune. 1. Un socle éducatif minimal et citoyen. À la différence du cadre familial de la primo-éducation de nature préscolaire, l'éducation commune, le plus souvent centralisée sous la forme d'un système d'éducation nationale, a pour fonction officielle de proposer, en principe à tous les enfants d'une entité sociétale donnée, l'acquisition des savoirs et savoir-faire les plus indispensables à la vie en société des futurs adultes, dans le noble but que ces derniers puissent épanouir au mieux leur potentialité personnelle et professionnelle. Dans son aspect véritablement collectif ou universel, cet indispensable formatage minimal correspond plutôt au rôle spécifique de l'école dite élémentaire ou primaire, ainsi que du collège, du moins au sens français du terme, sachant que le lycée est déjà l'occasion d'une forme ou une autre de pré-spécialisation ou même d'orientation professionnelle via l'apprentissage. Dès lors, l'école dite primaire et le collège doivent être les garants de l'acquisition d'un socle commun à tous les élèves, ce qui oblige à équiper chaque enfant et jeune adolescent d'un même et unique bagage intellectuel et citoyen minimal, condition sine qua non d'une véritable égalité de chances, et ce, si possible, quel que soit le cadre familial des futurs adultes concernés, et les préalables et compléments culturels ou cultuels correspondants. Les connaissances et compétences les plus fondamentales, ainsi théoriquement dispensées, représentent, dès lors, l'équivalent culturel de l'égalité minimale à laquelle tout citoyen a droit, en même temps que la fondation d'une véritable identité collective, offrant, à travers un langage commun, un ensemble de références moralement et intellectuellement vitales, visant à intégrer les codes comportementaux qui permettent de se sentir membre d'une communauté humaine spécifique. Au-delà de ces fondations universelles primordiales, soit après l'âge de 15 ans, les capacités individuelles et autres préférences propres à chaque adolescent ou adolescente devraient lui permettre de s'orienter déjà en fonction directe de ses goûts personnels, sur la base des résultats obtenus et avec le soutien crucial d'une information aussi pertinente que possible quant à l'éventail des filières ultérieures. Ainsi, l'éducation commune propre au cadre du primaire et du secondaire pré-lycéen doit-elle idéalement délivrer des connaissances et des compétences identiques à tous les enfants de la République, ce qui présuppose de définir le contenu des savoirs et savoir-faire en jeu via un programme basique unique, mais aussi de garantir toutes les conditions pratiques et pédagogiques minimales permettant de bien transmettre ce bagage universel. L'éducation nationale apparaît donc comme la base fondatrice de l'existence culturelle d'une société aboutie, sachant que, sitôt qu'il s'agit d'une république démocratique, la finalité prioritaire doit être de permettre à chacun de devenir un citoyen adulte autonome et responsable, culturellement équipé pour rester libre de son jugement, apte à utiliser sa propre raison sur la base objective des connaissances multiples qui peuvent éclairer sa conscience, dans le but de s'épanouir à la fois en tant qu'élément sociétal et individu unique, selon les critères démocratiquement majoritaires de la société humaine dont il fait partie. Dans un système éducatif national digne de ce nom, la réussite conjointe de chaque élève ou apprenant et de la société tout entière consiste à atteindre les objectifs d'apprentissage ainsi définis, si possible sans que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Pour rester humble face à l'immensité et la complexité du champ culturel que représente cette éducation commune ou nationale, que par ailleurs tant d'ouvrages statistiquement documentés analysent en long, en large et en travers, le propos de ce chapitre consistera à en cerner les principales dimensions par rapport aux notions de justice et d'égalité minimale, afin de ne jamais perdre de vue le repère encore distant d'une paix de facto conditionnée par un épanouissement culturel minimal et commun à tous les citoyens d'une même société, en tant que base d'un développement à venir plus auto-personnalisé. Dans quelle mesure et de quelle façon l'éducation nationale peut-elle contribuer au progrès que suppose l'humanisation et la pacification d'une société plus juste? Quelles sous-parties de l'éducation correspondent au secteur public et privé? Comment une république délodiste et bi-économique peut-elle définir et promouvoir une tempérance culturelle via l'éducation? Quels avantages devraient caractériser cette évolution sociétale sans précédent dans ce domaine si crucial? Telles sont les principales explorations à mener au fil des réflexions qui vont suivre,
en s'efforçant de considérer l'essentiel des trop nombreux paramètres concernés, ne serait-ce que de façon échantillonnée, à défaut de pouvoir se prétendre exhaustif. Pour commencer par le contenu scolaire qui doit correspondre aux finalités citoyennes rappelées à l'instant, les programmes éducatifs impliquent des choix qualitatifs qui ne sont jamais totalement neutres, dès lors qu'ils traduisent la volonté de transmettre les acquis culturels et sociétaux de telle ou telle communauté humaine à un moment donné de son histoire. Le choix des matières à enseigner et des compétences à faire acquérir par tous les enfants s'exprime aussi via une priorisation concernant l'âge propice à la découverte de chaque discipline, et plus encore, les volumes horaires hebdomadaires qui devront correspondre. S'agissant du socle commun que tous les adolescents devraient posséder et surtout savoir utiliser de façon autonome, la logique des contraintes techniques les plus élémentaires oblige à commencer par l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, en tant qu'installation des outils de base donnant accès à toutes les autres matières. Cette fondation de pré-apprentissage élargit le langage de l'enfant en développant peu à peu sa maîtrise personnelle des outils de communication, de compréhension et d'expression, bien au-delà de ce que la seule vie quotidienne familiale peut par ailleurs lui apporter, lui fournissant ainsi, à la façon d'un passe-partout, la clé d'accès à l'ensemble des matières au programme, en même temps qu'une première prise de conscience du fonctionnement de sa propre langue. Dans la mesure où un langage fait la plupart du temps référence à toute autre chose que lui-même, les programmes des classes élémentaires ou primaires donnent aussi l'occasion d'une introduction profitable aux connaissances les plus basiques, ce qui permet à l'enfant d'entamer la différenciation-classification du monde qui l'entoure en diverses catégories de savoir et de savoir-faire déjà propres à élever sa conscience et ses capacités intellectuelles, tandis que, parallèlement, les conditions quotidiennes de partage et d'échange d'un temps commun propre à sa classe vont utilement sociabiliser ce même enfant en tant qu'élément d'un groupe élargi, véritable occasion d'une introduction de fait à la vie citoyenne. Notons enfin que dans ce contexte d'éducation élémentaire ou primaire, les programmes doivent idéalement répartir les horaires hebdomadaires en activités complémentaires afin de conforter l'épanouissement de chaque enfant, en incluant le développement des capacités physiques grâce au sport et à la découverte de ses principales disciplines, sans oublier une incitation à l'expression artistique la plus diversifiée, propre à stimuler la créativité de chacun en même temps que sa sensibilisation à l'esthétique. Le stade élémentaire de l'école maternelle et primaire est à juste titre considéré comme fondamental pour toute la suite de l'éducation, du fait même que les apprentissages qu'il suppose conditionnent dans une très large mesure la réussite à venir des enfants, du moins selon les critères scolaires stricto sensu, lesquels s'avèrent tout de même des plus utiles en élargissant l'éventail des choix futurs et en facilitant l'accès à la plupart des carrières professionnelles. De ce point de vue, et dès après l'école primaire, le collège ne représente que la continuation logique des acquisitions nécessaires, puisque nombre de spécialistes de l'éducation sont d'accord pour reconnaître que les dés sont pratiquement joués dès l'entrée au dit collège. Il est vrai par ailleurs qu'en termes de contraintes pédagogiques fondamentales, comme vis-à-vis des conditions de chaque apprentissage, les matières scolaires nouvelles ou programmes toujours plus approfondis du collège ne changent rien d'essentiel, mis à part la prise en compte d'un public de classe d'une maturité encore relative, et dès lors souvent insuffisamment autodiscipliné. Qu'il s'agisse donc du cadre primaire ou secondaire, un système éducatif et national digne de cette appellation doit idéalement assurer à tous les adolescents de 15 ou 16 ans le même socle culturel de connaissances, de compétences et de savoir-vivre en société, à la façon d'un dénominateur commun unissant chaque génération et définissant par la même occasion son identité citoyenne partagée grâce aux valeurs culturelles correspondantes, lesquelles sont forcément transmises par les adultes selon le niveau de développement atteint par leur société. Toutes les autres formes d'éducation hors le cadre de l'école ou du collège ne peuvent provenir que du contexte familial, des relations extrascolaires et des influences médiatiques dans le sens le plus large de ces termes, et contribuent ainsi, le plus souvent, à différencier les parcours individuels, au travers d'intentions plus ou moins émancipatrices ou aliénantes, selon le cas, ce qui rend d'autant plus crucial et prioritaire l'universalisation d'une unique éducation primaire et secondaire du point de vue sociétal,
comme garantie minimale de pouvoir vivre ensemble, en partageant un dénominateur commun culturel aussi vital que suffisant. Sans cette base culturelle commune, efficacement garantie à tout adolescent de 15 ans, il ne saurait y avoir la moindre société dans le sens républicain et démocratique du terme. Et tous les paramètres en jeu dans ce mécanisme éducatif, d'ordre humain et organisationnel, ou plus matériel et technique, doivent être établis et interconnectés dans le seul but de supprimer autant que possible l'échec scolaire, tel que ce dernier peut s'évaluer aussi exhaustivement que possible, c'est-à-dire bien au-delà des seuls barèmes de notation. Pour chaque adolescent post-collégien, l'égalité minimale d'un socle éducatif commun est en effet la condition de la liberté de choix concernant sa spécialisation. Et plus son parcours précédent aura pu élever sa conscience critique en même temps que ses compétences physiques et intellectuelles, plus il sera autonome et responsable quant à la suite personnalisée de sa formation lycéenne, supérieure et surtout citoyenne, pour profiter d'une émancipation totale en tant qu'adulte et ne cesser de s'enrichir culturellement. 2. De la famille à l'éducation commune par l'apprentissage. Cette description, pour le moins idyllique, peut raisonnablement servir de boussole à tout idéal culturel démocratique et compatible avec les meilleures intentions du monde, sachant qu'en réalité, les aléas de chaque existence particulière peuvent causer des accidents de parcours gravement préjudiciables à la progression éducative optimale. À ce titre, le contexte familial précédemment étudié joue un rôle essentiel en tant que soutien extérieur aux objectifs culturels de l'éducation commune, ce que maintes enquêtes sérieuses corroborent en soulignant si souvent la corrélation observable entre les conditions socio-économiques, voire culturelles, du milieu familial et le parcours scolaire de chaque enfant ou adolescent face aux exigences d'une réussite minimale. Les facteurs extrascolaires déjà soulignés plus haut, non seulement familiaux, mais plus encore sociétaux par le biais des médias et des nouveaux moyens de communication, induisent inévitablement une concurrence éducative, hélas, plus souvent négative que positive, car foncièrement inégalitaire, surtout lorsque la société tout entière se trouve assujettie à la priorité absolue de l'argent et du profit, de par le triste corollaire d'une absence de temps parental disponible. C'est bien là ce qui a pu être observé dans le chapitre précédent pour ce qui concerne la famille, dont le rythme et les conditions de vie s'avèrent de moins en moins compatibles avec l'encadrement serein des jeunes, ne serait-ce qu'en matière de devoirs et leçons à travailler chez soi. De la même façon, les distractions et tentations de toute forme d'écran profitent du manque de disponibilité parentale pour détourner trop d'adolescents de certaines priorités scolaires, décourageant d'autant la concentration mentale minimale sur les outils et matières souvent les plus nobles, au profit d'une passivité de consommateur digital face au déferlement des vidéos d'Internet, dont le pire contenu est hélas toujours plus attirant que le meilleur. Qu'il s'agisse du dumping culturel promu par la concurrence déloyale propre au monosystème actuel, dont les antivaleurs véhiculées ont tendance à contredire le principe d'élévation de conscience propre à toute éducation, ou de la fragilisation constante des rapports familiaux par absence de temps partagé, force est bien de reconnaître que ces facteurs externes au contexte éducatif sont source d'inégalités autant que d'échecs vis-à-vis des programmes scolaires. En ce sens, il paraît impossible pour l'école et le collège d'offrir le sanctuaire éducatif absolu qui serait souhaitable afin de garantir à tous les élèves l'égalité culturelle minimale à laquelle chacun a droit, du moins tant que le système socio-économique et son cadre politique creuseront le fossé de l'inégalité vitale, comme c'est hélas le cas à travers la précarisation et la déstabilisation des familles, telles que précédemment décrites. En contexte délodiste et bi-économique, l'émancipation à la fois individuelle et familiale se traduira par une nouvelle maîtrise du temps et des priorités propres à chaque période de la vie, ce qui ne pourra que promouvoir de meilleures conditions de vie et d'équilibre, en tout point propice à une égalisation des chances extérieures ou parallèles à tout parcours scolaire, en réduisant ainsi au strict minimum incompressible la proportion statistique des causes externes d'échec éducatif au sein de l'école primaire et du collège. Le dit minimum de cas problématiques ne saurait être évité, même dans la plus parfaite société humaine, ne serait-ce qu'en raison des accidents propres à toute existence, dès lors qu'ils sont aussi imprévisibles qu'involontaires,
Mais pour autant, les causes familiales d'échecs scolaires, d'ordre proprement sociétal, auront bel et bien disparu, et totalement disparu en l'espace de 3 générations, ce qui réduira ces malheureux cas de figure à une proportion gérable en termes d'assistance individualisée, a fortiori dans le cadre d'une gestion locale en pleine autonomie de moyens et d'initiatives. Aux antipodes de ces progrès assurés par la partition-répartition biéconomique et son cadre délodiste, les conséquences extrascolaires de l'injustice monosystémique doublent la précarité socio-économique d'une paupérisation culturelle destructrice, source de contre-violence et de toute forme d'extrémisme vécu à travers le quotidien familial, dont les effets scolaires déplorables se mesurent en une proportion croissante d'échecs et d'exclusions de fait, au point qu'aucune politique palliative de rattrapage ou de soutien ne saurait suffire, gaspillant toujours plus de moyens sans jamais réformer le cœur du problème. D'où l'intérêt de rappeler ici qu'en établissant une fois pour toutes la juste règle du jeu socio-économique, via la garantie citoyenne et le minimum-maximum qu'établit objectivement la biéconomie minutarisée, les conditions de vie extérieures au cadre scolaire ne seront plus la source permanente et structurelle d'injustice et d'inégalité qui condamnent tant de jeunes à l'échec, tandis que la proportion incompressible de cas particuliers très minoritaires et aisément secourus remplacera l'échec majoritaire, révélé par la dégradation constante des niveaux scolaires d'aujourd'hui, que le baccalauréat français cache à l'occasion de chaque nouvelle promotion par de trompeurs pourcentages officiels de réussite. Pour poursuivre dans la même optique visant à éviter ou réduire les influences extérieures négatives sur le système scolaire et son niveau de réussite, et compte tenu des dépendances plus largement sociétales que subit chaque élève, en particulier via Internet et ses réseaux sociaux, voire sous l'autorité abusive de parents qui vont parfois jusqu'à remettre en cause l'ouverture culturelle émancipatrice et minimale offerte par la République, la question de la suppression des devoirs scolaires à la maison se pose naturellement, surtout s'agissant du bagage universel auquel tout citoyen a droit jusqu'à l'âge de 15 ans révolu, puisque, par définition, les connaissances et compétences correspondantes sont censées être universellement partagées, sans pour autant exclure quelque autre complément éducatif. Les progrès socio-économiques autorisés par le délodisme biéconomique et la libération du temps familial auront à coup sûr les effets les plus bénéfiques sur la réussite scolaire. Mais les autres variables culturelles qui viennent d'être ici mentionnées pourront continuer d'influer positivement ou négativement sur l'acquisition du bagage scolaire minimal en question tant qu'une partie quelconque de ce capital culturel commun devra s'acquérir chez soi. L'atmosphère familiale, les compétences parentales, le cadre de vie plus ou moins propice à la concentration sont autant de paramètres qui relativisent la progression hors les murs de l'enfant ou du jeune adolescent, ce qui, vis-à-vis de l'objectif inclusif et universel de l'éducation commune et minimale, constitue une injustice incontestable. Sans aucunement priver les parents d'ajouter leur pierre éducative à la construction de leur propre enfant, dans le cadre familial ou via telle ou telle activité extrascolaire, il faut bien reconnaître la priorité logique du « tout scolaire » ou intramuros s'agissant du cadre permettant d'acquérir le minimum culturellement vital, simultanément offert et exigé par la République et sa plus large majorité citoyenne. Il paraît dès lors indispensable de tout faire étudier et pratiquer en milieu scolaire jusqu'à l'entrée en lycée, pour ce qui concerne le dit bagage universel minimal, en développant le principe de l'étude, à condition toutefois de remanier les méthodes et leur contenu dans le sens de l'apprentissage, et plus encore de l'auto-apprentissage, quitte à réduire d'autant la consommation passive d'un excès d'enseignement. On dit souvent que le travail scolaire chez soi développe une certaine autonomie, ce qui reste malheureusement très aléatoire pour toutes les raisons invoquées précédemment. En réalité, l'étude en milieu scolaire ne peut que favoriser la véritable autonomie en rendant cette dernière contrôlable dans des conditions égalitaires, dès lors plus juste pour tout un chacun, à plus forte raison si la balance enseignement-apprentissage se rééquilibre enfin en faveur du second terme, grâce à une adaptation appropriée des méthodes et des outils ou autres supports, sans induire un horaire scolaire excessif pour autant. L'éducation scolaire, vue en tant que relation de transmission des connaissances et des compétences,
se concrétise d'abord via le couple formé par l'élève et l'enseignant, sachant que ce dernier a l'initiative et la responsabilité de faire progresser le premier autant qu'il est possible, tout en subissant la contrainte d'un cadre scolaire limité impliquant le nécessaire regroupement des apprenants par classe ou niveau, la rigidité inévitable d'un programme imposé et la qualité toute relative d'outils et autres méthodes plus ou moins choisies. Dès lors, la relation quotidienne vécue est celle d'une seule personne face à un groupe d'élèves, ce qui comporte le risque de transformer le contact idéal du one-to-one en une situation de quasi-spectacle sous forme de one-man show, avec pour conséquence, première et inévitable, l'impossibilité de personnaliser l'enseignement jusqu'au niveau du cas par cas, non sans permettre par ailleurs des échanges plus variés en classe complète ou en sous-groupe. Cette contrainte physique et matérielle place les élèves en situation de spectateurs trop passifs la plupart du temps, sachant que les enfants et jeunes ados peuvent difficilement soutenir leur attention sans être actifs, a fortiori sur une journée de 6 à 8 heures. Certes, cela permet aux spectateurs d'apprendre à écouter tout en prenant des notes, mais force est bien de reconnaître que la proportion d'activité individuelle de chaque élève, en termes d'implication mentale et de durée effective de participation, reste dérisoire dans la plupart des cas, quelle que soit la matière étudiée. Sur moins d'une heure d'un cours spécifique, et après avoir déduit le temps d'installation, les silences et autres rappels disciplinaires, le temps de parole de l'enseignant reste hélas majoritaire, laissant le plus souvent 25 ou 30 élèves se partager l'équivalent de 15 ou 20 minutes de participation réelle dans le meilleur des cas. Sachant que ce sont toujours les mêmes élèves qui participent spontanément, soit environ 15% de l'ensemble, la bonne volonté d'un enseignant sous la pression du temps ne suffit pas à inclure la majorité silencieuse de façon à la fois active, profitable et motivante, condamnant 85% des élèves à apprendre superficiellement, à savoir au sens de connaître vaguement et de reconnaître à l'occasion, à la façon passive et inutilisable d'une simple nouvelle ou info entendue, au lieu de s'approprier mentalement le contenu proposé sous forme de langage personnel enrichi, de compétences accrues définitivement digérées en tant que nouveau moyen de réflexion ou savoir-faire supplémentaire aussi utile qu'agréable. C'est ainsi que nombre de contrôles de niveau ne poussent qu'au simulacre de l'appris par cœur, dont l'essentiel se fait oublier dès le lendemain d'une évaluation peu ou prou comparable à un simple QCM de reconnaissance. Car le cerveau ne tolère à terme que les données utiles et utilisables installées par la pratique la plus active possible, ce qui suppose une situation concrète d'apprentissage propre à stimuler la responsabilité et l'autonomie de celui qui apprend. Tout ce qui vient de l'extérieur via l'enseignement ne peut développer qu'une forme ou une autre de compréhension passive et doit finir par s'intégrer mentalement par l'auto-enseignement que seul peut permettre une mise en situation d'auto-apprentissage naturellement encadrée et ultérieurement évaluée par l'enseignant. Mais l'activation autonome suppose aussi l'autocorrection pendant la phase cruciale de l'application-acquisition d'un programme donné. En effet, chaque fois que la pédagogie et les supports sont autant que possible orientés de façon à laisser un maximum de manettes entre les mains des élèves, en leur permettant ainsi de produire plus que de reproduire, d'observer leurs erreurs fort probables comme s'il s'agissait des pièges d'un jeu contre eux-mêmes, de les autocorriger aussitôt en toute sécurité de compréhension, puis de progresser via une graduation de difficulté et un dosage de pratique individualisable, chaque élève se trouve totalement impliqué et responsabilisé, avec la satisfaction d'une réussite garantie, à plus forte raison s'il peut parallèlement profiter de ce savoir-faire nouveau via un développement partagé en binôme ou sous-groupe. Qu'il s'agisse des apprentissages fondamentaux de la lecture et de l'écriture, ou de toutes les connaissances futures rendues accessibles grâce à cette double clé, c'est l'activité mentale et physique qui procure le plaisir de progresser en s'apprenant à soi-même autant que possible, seule façon de fixer un savoir en l'acquérant grâce au savoir-faire. Le temps réservé à l'étude active, encadré comme dans le cas de travaux pratiques et autres travaux dirigés, permet donc la jonction complète, et pour ainsi dire intracérébrale, du lien que suppose toute transmission éducative dans un cadre scolaire nécessairement groupé, tandis qu'en simultané, tous les cerveaux du même groupe sont individuellement actifs,
chacun à son propre rythme. Quitte à être plus modeste en ce qui concerne les programmes et l'ambition quantitative de connaissances souvent trop encyclopédiques, il est dès lors essentiel, pour l'acquisition d'un identique niveau culturel minimal via l'éducation commune, de transformer les écoles primaires et les collèges en lieux d'apprentissage encadré, d'études assistées par l'enseignant, dans une relation dès lors très proche du one-to-one, pour peu, bien sûr, que les outils et les étapes de progression soient judicieusement taillés. La proportion d'études assistées par l'enseignant devrait être au minimum de 50%, ce qui ne fera que rendre les élèves plus autonomes et attentifs lors des cours habituels plus professoraux, apaisant d'autant l'atmosphère de chaque classe sur fond d'efficacité et de motivation généralisée. Les enseignants eux-mêmes y gagneront l'estime reconnaissante de leurs élèves, sans avoir à corriger ni tolérer les mêmes erreurs élémentaires jusqu'en fin de lycée, dès lors que toutes les étapes prévues pourront être acquises, au fur et à mesure de chaque trimestre et année scolaire, par l'écrasante majorité de leurs apprenants ou apprentis. Ces suggestions, déjà développées dès le livre 1 des présentes réflexions, méritent d'être ici rappelées pour le rôle égalisateur que ce rééquilibrage indispensable en faveur de l'apprentissage induit, surtout s'agissant du bien commun culturel, qui précède toute spécialisation lycéenne. Sur la base d'une expérience quotidienne permettant à chaque enseignant d'observer ses élèves à l'œuvre afin d'ajuster au mieux les contenus et les outils de leur apprentissage, il est tout à fait possible de baliser un parcours éducatif autorisant une personnalisation des étapes à franchir, mais aussi une profitable solidarité entre les élèves, pour enfin leur assurer le socle éducatif durable auquel ils ont tous droit. C'est en observant comment chaque élève travaille à partir d'un outil autonomisé que l'on peut optimiser le dosage d'un programme et le volume ou le temps de pratique nécessaire à chaque étape, ce qui suppose de centrer les objectifs à atteindre sur les besoins et capacités des 80% d'élèves qui forment l'essentiel de tout public scolaire habituel. Les très éminents spécialistes qui établissent les programmes de chaque matière sont par définition des surdoués vis-à-vis du domaine en question et risquent dès lors de choisir les objectifs et les méthodes en ne s'adressant qu'au public qui leur ressemble, en toute inconscience des besoins et moyens intellectuels normaux de la quasi-totalité des apprenants, comme si chaque cours ne devait s'adresser finalement qu'à l'infime minorité des futurs professeurs et autres spécialistes. La justice tempérante, ici dans le contexte d'une éducation minimale et commune à l'ensemble des citoyens, suppose donc un recentrage équilibré sur tout ce qui est universellement indispensable et suffisant pour une véritable autonomie de jeune adulte, développant ensuite sa propre spécialisation, ce qui n'empêche nullement de moduler des volumes de travail et des rythmes de progression spécifiques pour les cas extrêmes et minoritaires observables dans tout groupe, un tant soit peu consistant. Précisément, l'étude encadrée permet à chaque élève d'être totalement actif à son propre rythme, à condition que chaque étape à franchir puisse proposer aux élèves en retard ou plus lents une pratique plus abondante et plus progressive du programme minimal et officiel, tandis que les plus doués pourront se voir utilement proposer d'enrichir l'étendue dudit programme en termes de détails culturels supplémentaires, voire d'être associés à l'assistance aux plus faibles de leurs camarades, apprenant par là même les devoirs citoyens qu'implique la chance de jouir d'une relative supériorité. Notons enfin que l'évolution technologique ne change rien quant au fond du propos en cours, concernant en l'occurrence les formidables progrès et infinies potentialités pratiques qu'autorisent désormais les supports numériques interactifs écrits, audio et vidéo, pour peu que l'on favorise leurs effets les plus positifs sur l'éveil des jeunes élèves. En tant qu'outil toujours plus performant vis-à-vis de certaines tâches d'apprentissage et supports de compétences indispensables, tablettes et ordinateurs doivent aussi être utilisés intégralement en milieu scolaire pour tout ce qui concerne le programme unique d'éducation commune et minimale précédemment décrit, et pour les mêmes raisons de justice et d'égalité républicaine vitale. Cette garantie citoyenne culturelle n'empêche aucunement chaque élève de dépasser largement cette sorte de programme commun de savoir et de savoir-faire, à travers le cadre complémentaire d'une forme de domaine coéducatif privé, sous la responsabilité culturelle des parents et de l'entourage familial ou amical. 3. Démocratie intraprofessionnelle en secteur public.
Toute éducation commune organisée est de fait assimilable à la programmation culturelle de chaque nouvelle génération dans le but de transmettre un bagage évolutif au fil des périodes historiques, ce qui suppose une adaptation constante de presque toutes les connaissances et compétences en jeu. Certaines disciplines peuvent disparaître purement et simplement des programmes, tandis que d'autres évoluent dans leur contenu sous l'effet imparable de l'évolution propre à chaque nouvelle période, avec son lot de progrès scientifiques et techniques, de ruptures sociétales aux effets globalement bénéfiques ou régressifs, induisant une relecture, une réinterprétation et une réorganisation constante de savoir sans cesse retriée par des réformes de fond ou de forme. De la même façon, l'accumulation et la complexification des connaissances et des savoir-faire rendent totalement illusoire toute ambition encyclopédique et condamnent les principaux décideurs éducatifs à trier constamment leurs matières premières, ne serait-ce qu'en termes de priorisation, de dosage ou d'étendue dans le temps comme dans l'espace. Compte tenu de ces contraintes quantitatives, l'éducation commune minimale doit pourtant respecter une forme de préférence majoritaire, à plus forte raison s'agissant du bagage culturel citoyen, puisque ce dernier se doit d'être par définition universel. En l'absence de toute démocratie suffisamment directe et sous la contrainte idéologique obéissante à la priorité exclusive de l'argent, il est à craindre que nombre de choix éducatifs en matière de programmes scolaires soient biaisés en faveur de la minorité dominante, ce qui peut induire une programmation culturo-éducative illégitime lorsqu'elle ne correspond pas aux besoins d'émancipation de la majorité des citoyens, à minima selon la préférence majoritaire de l'ensemble des responsables concernés. Or, le propre de tout système insuffisamment démocratique consistant à instaurer ou maintenir un pouvoir minoritaire centralisé qui impose ses choix au travers d'une hiérarchie verticale descendante, il est inévitable que l'éducation commune s'en ressente dans ses contenus et finalités, ce qui contribue à creuser un fossé d'incompréhension, voire d'incompatibilité, entre la population et le monde éducatif, de même qu'entre le sommet et la base de l'administration concernée. Dès lors apparaît ici la nécessité d'une démocratisation dans le processus de décision permettant d'aboutir à l'établissement d'un programme scolaire cohérent, puis à son actualisation périodique au fil des années. S'agissant en l'occurrence de ces programmes scolaires, il paraît indispensable qu'à l'échelon national, les services de la commission ministérielle ou du comité ministériel d'un gouvernement délodiste suivent l'avis majoritaire des spécialistes de terrain ou experts que sont tous les enseignants de chaque matière sur la base de leur expérience pratique auprès de leurs élèves et via un regroupement départemental démographiquement pondéré pour toute mise en perspective nationale ou qu'à minima, les programmes conçus par les services ministériels soient majoritairement avalisés par l'ensemble des dits enseignants avant de pouvoir entrer en vigueur. Dans une démocratie professionnelle, le programme propre à chaque matière enseignée doit répondre à l'attente de la majorité des acteurs éducatifs que sont les enseignants eux-mêmes, car ces derniers sont les seuls véritables experts gratuits et désintéressés capables de déterminer, majoritairement, les priorités essentielles d'un programme éducatif commun, en connexion directe avec les contraintes du terrain et les capacités de leurs élèves. Dans le cadre principalement public que suppose une éducation collective minimale, chaque enseignant dûment diplômé devient citoyen co-décideur de sa propre administration via un statut qui l'associe de fait à toute décision stratégique locale, départementale ou nationale pour ce qui concerne son métier, un peu comme s'il adhérait automatiquement à une sorte de syndicat national lui permettant d'influer, comme chacun de ses collègues, sur l'évolution des programmes, entre maintes autres conditions de travail. S'agissant du contenu des enseignements, chaque professeur, par les connaissances résultant de ses études, et plus encore grâce aux observations dérivant de son expérience quotidienne, est un précieux expert dans tous les sens du terme, dont l'avis mérite autant d'être pris en compte que relativisé par l'avis majoritaire d'une échelle départementale, puis nationale. La seule expertise véritable provient de l'expérience la plus concrète, sachant toutefois qu'un avis personnel se trouve limité et biaisé par la spécificité de son cadre et du vécu qui lui correspond. Mais lorsque chaque avis se confronte ou s'additionne avec des centaines ou des milliers d'autres opinions, la préférence majoritaire révèle le bon sens commun de l'intelligence collective.
Les programmes scolaires d'une matière donnée ne sauraient être décidés par l'ensemble des citoyens faute de compétences et d'expérience suffisantes, mais la centralisation des pouvoirs au sein d'une haute administration qui finit par être totalement hors sol à force de fonctionner en vase clos est une autre forme d'aberration, hélas permanente. Entre ces deux extrémités de l'anarchie démagogique ou de l'énarchie autocratique se situe le juste équilibre de la démocratie intraprofessionnelle. Dans la situation habituelle de fausse démocratie, un ministre, le plus souvent idéologiquement minoritaire, décide, en imposant telle ou telle réforme de fond ou de forme, et en s'appuyant sur un cercle étroit d'experts professionnels cooptés, trop souvent juges et partis via le jeu ambigu de double casquette et autres fonctions de lobbyistes sur fond de mixage d'intérêts publics et privés, et les décisions prises dans de telles conditions s'avèrent logiquement contraires à l'intérêt culturel majoritaire des enseignants, des élèves et des parents d'élèves, ce qui est particulièrement observable depuis qu'une gestion financière à l'anglo-saxonne a transformé les gouvernements en entreprises obsédées par la réduction des coûts et l'éducation en un vaste marché de plus en plus privatisé. En effet, à l'instar des nombreux inspecteurs, contrôleurs et autres superviseurs, les experts dits professionnels sont aussi coûteux que déconnectés des réalités, et leur nombre réduit crée les conditions idéales pour favoriser maintes situations d'entente, de copinage et de renvoi d'ascenseurs qui corrompent jusqu'aux décideurs politiques les mieux intentionnés, sachant hélas que cela concerne tout autant la haute administration que les cabinets d'expertise privés et étrangers, puisque désormais, les gouvernements ont de plus en plus recours à ces derniers, gaspillant ainsi sans limite l'argent public des citoyens contribuables. Les experts professionnels sont tout sauf désintéressés, et dès lors qu'un ministre peut s'entourer librement de conseillers compatibles avec sa propre idéologie sans aucune obligation d'entendre et de proportionner tous les avis, les décisions prises n'ont rien de démocratique et risquent surtout de ne jamais correspondre aux besoins majoritaires des citoyens concernés. D'où l'intérêt d'associer l'ensemble des enseignants en tant qu'experts ou spécialistes bénévoles, majoritairement mus par la volonté sincère de toujours mieux transmettre leur passion et les connaissances spécifiques qui les concernent, à condition que les aléas dérivant d'avis minoritaires ou trop individuels soient modérés et lissés par la priorité légitime du choix majoritaire, ce qui est le principe de toute démocratie. La motivation des enseignants en tant que responsables éducatifs de leurs élèves ne peut renaître et s'épanouir que s'ils prennent une part active dans la juste définition des programmes pour être égalitairement associés à l'évolution de leur métier, tout en préservant une part aussi essentielle de liberté et de créativité concernant l'expérimentation locale en matière de méthode, sur la seule base de l'observation des résultats. Lassés de subir la pression d'un programme de volume et de nature le plus souvent inadéquat face à la réalité des élèves et des contraintes de temps et de moyens, les enseignants sont les mieux placés pour suggérer toute évolution bénéfique susceptible d'améliorer les résultats scolaires et les conditions de travail de leurs élèves, pour peu qu'un minimum de démocratie professionnelle remplace l'expertocratie la plus opaque. Dès lors qu'une structure ascendante permettra à la majorité des enseignants de faire évoluer les programmes et les méthodes en rapport direct avec les besoins du terrain et la réalité sociologique et culturelle de leurs élèves, les choix finaux correspondront à l'attente des 80% d'élèves qui forment le cœur des citoyens apprenants, alors qu'aujourd'hui encore, cette majorité est sacrifiée et intellectuellement précarisée par un faux élitisme des plus injustes, tant s'agissant des programmes que des choix pédagogiques ou de l'évaluation théorique des niveaux atteints. Dans la sphère publique, sur le plan technique de chaque métier, les seuls véritables experts sont les employés correspondants entendus dans leur ensemble, ce qui fait comprendre au passage qu'en inversant la flèche du pouvoir de suggestion, d'initiative et de décision dans le sens vertical ascendant, tous les paramètres fondamentaux, aussi bien que formels desdits métiers, pourront évoluer de façon à la fois optimale et pacifiée. Cela concerne les programmes et les méthodes, s'agissant de l'éducation nationale ici envisagée, mais tout autant le cadre de travail et les conditions pratiques, tant humaines que matérielles, définissant chaque profession d'utilité publique.
Tant qu'un pouvoir minoritaire dicte sa loi depuis le sommet, tout le système administratif s'apparente à une cascade plus ou moins dictatoriale et inquisitrice, dont les décisions trop souvent contraires à la préférence majoritaire suscitent des tensions permanentes et des rapports de force via une forme de contre-violence syndicale, parfois elle-même abusive autant que minoritaire. C'est ainsi que le détournement idéologique des finalités et la gestion financière des moyens détériorent les conditions de travail et de progrès des élèves et des enseignants, aboutissant à des gaspillages d'énergie humaine et de motivation, aggravés par une inadaptation chronique à l'évolution des besoins éducatifs, ne serait-ce qu'en raison de la distance qui sépare les décideurs nationaux de la réalité la plus locale. Et ce, malgré la façade médiatique des visites sur le terrain de tel ou tel ministre. À l'image des dimensions socio-économiques de toute société monosystémique, dérivant inexorablement vers l'extrémisme par abus de pouvoir de facto illégitime, les programmes optimaux correspondant aux besoins de 80% des citoyens dérivent vers une incohérence de plus en plus contrastée, écartelée entre le perfectionnisme exclusif d'une élite très minoritaire et l'appauvrissement culturel d'une masse croissante de laissés pour compte, aggravant d'autant le fossé éducatif qui sépare les premiers des derniers, sans assurer des bases solides à la quasi-totalité des futurs citoyens. Ici encore, la libre expression majoritaire du corps enseignant est indispensable pour définir, en prise directe avec la réalité des classes et de leur niveau, les programmes accessibles à l'ensemble d'une promotion donnée, en visant à satisfaire en priorité tous les élèves d'aptitude statistiquement normale compte tenu des contraintes que représentent les moyens disponibles. Un programme à visée commune ou universelle doit être accessible à l'ensemble des élèves, moyennant un soutien scolaire particulier s'appliquant aux 10% qui peuvent être en situation de difficulté, tandis que les plus doués, qui ont la chance d'être plus intuitifs et d'intégrer le programme sans effort, devraient être en situation d'aider leurs camarades les plus faibles grâce à la pratique très efficace du tutorat en binôme. Si la proportion d'élèves en rupture nette d'apprentissage dépasse 10%, c'est preuve que les programmes et les méthodes ne sont ni efficients ni efficaces en termes de contenu, de rythme ou de volume, et surtout de pratique installatrice. La tempérance programmatique suppose logiquement de recentrer les ambitions de connaissance sur les capacités des élèves dits moyens ou faibles, mais avec l'approche d'apprentissage actif et d'études encadrées décrite plus haut, quitte à demander un surplus de travail ou une responsabilité d'aide pédagogique au plus fort, car recréer des groupes de niveau serait d'une injustice incompatible avec le principe républicain d'une éducation commune et minimale, s'agissant à tout le moins du primaire et du collège. L'apprentissage ainsi activé par l'étude peut se concevoir non seulement en compagnie d'un enseignant ou d'un élève surdoué, mais aussi d'un étudiant avancé et détaché par l'université, permettant à ce dernier de s'auto-former sur le tas de la façon la plus progressive et pragmatique qui soit, en particulier si l'enseignement de la matière en question doit devenir la vocation professionnelle du dit étudiant. Ainsi, en évitant l'excès d'un savoir encyclopédique seulement accessible à une petite minorité d'élèves, et à condition de s'appuyer sur l'apprentissage encadré autant sinon plus que sur l'enseignement, le tout exclusivement en milieu scolaire, l'éducation commune sera en mesure d'offrir à tous un socle culturel minimal et identique, permettant de faire intégrer à chacun les connaissances et compétences socialement vitales qui fondent le vrai sentiment de citoyenneté et d'identité nationale, tandis qu'en prime, les enseignants et les élèves seront individuellement responsabilisés dans leur parcours vers le succès commun. En étant tous invités à l'élaboration des programmes et des contrôles, et en devenant localement libres et responsables vis-à-vis des élèves et parents d'élèves quant à leur façon d'atteindre aussi certains objectifs complémentaires ou optionnels, les enseignants retrouveront l'estime qu'ils méritent et maintiendront intacte la belle flamme du feu sacré qui caractérise leur vocation particulière, et ce, d'autant plus que toute la société d'élodistes saura garantir de bien meilleures conditions matérielles et financières qu'aujourd'hui, surtout s'agissant ici du nombre d'élèves par classe et du salaire professoral. La responsabilisation déjà largement mentionnée ne pourra donc rayonner qu'en s'enracinant dès le cadre de l'éducation commune, mais à condition que les enseignants ne soient plus pris en sandwich, ni en otage,
entre une administration centralisée qui accroît l'échec scolaire de façon systémique et une proportion hélas croissante d'élèves et de parents d'élèves qui perdent peu à peu toute estime, et pire encore, confiance envers le personnel éducatif. L'élaboration collective des programmes n'implique en aucun cas l'absence d'une autorité nationale indispensable pour finaliser les contenus éducatifs communs sous la tutelle légitime de la commission ministérielle correspondante. Et l'on doit ici relativiser l'ampleur ainsi que la complexité du processus démocratique intraprofessionnel en jeu, dans la mesure où, s'agissant d'éducation fondamentale, l'évolution des connaissances et compétences à transmettre sera le plus souvent assez lente et marginale pour laisser largement le temps d'une consultation exhaustive entre deux mises à jour périodiques. Cela dit, les modalités pratiques de ce processus décisionnel collectif puis délégatif permettront au comité ministériel de s'appuyer en toute transparence sur l'ensemble des données statistiques agrégeant les propositions départementales, afin d'établir ou d'ajuster les programmes en accord avec les priorités ainsi révélées. Le corps professoral pourra dès lors participer à la définition des objectifs éducatifs selon le principe de majorité relative ou absolue, en amont de toute réforme significative en la matière, voire, à défaut, en aval, si les citoyens préfèrent procéder via une validation a posteriori. Sinon, il sera toujours possible de confier l'élaboration des programmes à une assemblée professionnelle périodique regroupant des enseignants délégués départementaux tirés au sort, dans le respect logique de leur représentativité statistique, si telle est la préférence majoritaire, en lieu et place d'une actuelle autorité ministérielle individuelle et minoritaire. En tout état de cause, les programmes scolaires seront assurés d'évoluer de façon démocratique et beaucoup plus efficiente en termes de contenu, de priorités chronologiques, ainsi que de volumes horaires, tandis que les futurs enseignants concernés s'en trouveront plus motivés que jamais en prenant leur juste part de responsabilité, pour ajouter leur grain de sel à la recette d'une cuisine éducative enfin savoureuse et digeste, propre à garantir la fondation culturelle de l'égalité républicaine minimale. Leurs élèves, quant à eux, seront ainsi équitablement nourris d'une même culture scolaire jusqu'au lycée, moyennant un minimum incompressible de cas d'allergie ou d'indigestion, maintenu inférieur à 10%, pour lesquels un régime approprié ne saurait empêcher un échec relatif. L'essentiel reste que les programmes puissent correspondre aux attentes et capacités du plus grand nombre de jeunes citoyens possible, ce qui est loin d'être le cas jusqu'à présent, s'il faut en croire le recul constant de l'éducation nationale française dans les classements PISA. 4. Évaluation et méthode. À travers leurs ambitieux contenus, les programmes définissent les objectifs des savoirs et des savoir-faire attendus au terme de chaque palier éducatif, subdivisant les années scolaires en trimestres et autres séquences qu'une forme d'évaluation doit conclure périodiquement pour pouvoir mesurer le degré de réussite de chaque apprenant. Les modes d'évaluation les plus couramment utilisés occasionnent de vifs débats, résumant en réalité le double aspect à la fois stimulant et traumatisant des techniques de notation, souvent aggravées par la comparaison plus ou moins inévitable qui finit par classer les élèves d'un même groupe. Entre les partisans classiques de la plus froide rigueur possible, sur fond de compétition permanente, et les démagogues qui prônent une absence totale d'évaluation, ou à défaut une auto-évaluation forcément trop bienveillante, les enseignants subissent de la part de leur hiérarchie des obligations de correction et de notation chaque année plus complexes, rendues plus harassantes encore par la dégringolade visible du niveau général, pour finir le plus souvent par booster toutes les notes, afin de cadrer avec les objectifs et proportions de réussite imposés depuis Paris, quand ce n'est pas depuis Bruxelles, s'agissant ici de la situation française actuelle. Au bout du compte, cette hypocrisie systémique exerce une surpression quotidienne insupportable sur les enseignants, a fortiori compte tenu de leurs salaires insuffisants, au point que nombre d'entre eux démissionnent et qu'il n'est plus possible de leur trouver de futurs remplaçants, les concours de recrutement eux-mêmes n'attirant plus assez de candidats. Face à cette situation catastrophique d'échec scolaire majoritaire, l'administration française se contente de déguiser sa faillite culturelle sous l'apparence d'une très flatteuse proportion de réussite au baccalauréat, alors même que le niveau effectif des heureux bacheliers recule d'année en année,
paradoxe savamment entretenu par le système d'évaluation, puisqu'il est toujours possible de garantir pour chaque épreuve la moitié de la notation sous forme d'équivalent QCM quasi inratable, tout en laissant l'infime minorité des meilleurs élèves se distinguer sur l'autre moitié. Or, il en est bien de même pour l'évaluation des objectifs encore plus fondamentaux du primaire et du secondaire prélycéen, ce qui trompe les élèves et parents d'élèves sur la réalité des niveaux et, pire encore, cache délibérément l'aggravation d'un retard on ne peut plus préjudiciable pour la suite des études et pour la vie adulte. Par la trahison permanente qui en résulte, les enseignants sont rendus complices de force d'un mensonge, doublant la honte de l'échec majoritaire auquel ils participent. Tandis que les élèves, à l'image d'une société adulte faussement démocratique, atomisent leur citoyenneté de groupe en 3 catégories divisées par l'injustice éducative. Les plus chanceux, souvent favorisés, tirent plus que jamais leur épingle du jeu sans grand effort, semant très loin derrière eux le peloton d'une majorité d'élèves anormalement fragilisés, dont les plus faibles tombent peu à peu dans l'échec total d'une déscolarisation précoce de fait, rejoignant en cela, en toute injustice, la minorité incompressible des cas scolaires les plus problématiques. Ces derniers de cordée, chaque année plus nombreux, sont les victimes d'un système scolaire perpétuant l'inégalité dès les années les plus cruciales de leur éducation minimale, donnant ainsi raison aux critiques pertinentes des plus grands sociologues. À l'opposé de cette réduction de l'éducation commune au rôle d'une simple photocopieuse intergénérationnelle des injustices, source de la plupart des dérives et violences sociétales déjà observées, l'égalité minimale des chances éducatives doit établir des barèmes de notation à la fois fixes et transparents, et surtout intégrer l'autocorrection ou la correction croisée en binôme en tant que notation aussi continue que possible chaque fois que la matière étudiée ou pratiquée s'y prête, en relation directe avec une situation d'apprentissage actif et autonome. En effet, on a déjà pu constater que c'est en jouant à son propre professeur que l'élève finit par intégrer activement son savoir sous forme de savoir-faire progressivement digéré en réflexe au fil d'une pratique étalonnée en paliers plus ou moins intensifs selon ses besoins. Cela suppose une concentration mentale qui passe par une forme d'autocorrection, seule façon pour l'apprenant autonome d'observer la nature et la cause de son erreur éventuelle, pour rectifier cette dernière en toute conscience et pouvoir ainsi l'éviter dans les exercices suivants, tandis qu'un dosage suffisant de pratiques réactivées et non répétitives sur chaque palier doit garantir la créativité mentale et le passage du conscient volontaire à l'inconscient réflexe. Les connaissances ainsi acquises font alors partie des moyens et habitudes d'expression de l'élève, tandis qu'un véritable plaisir d'apprendre et de progresser remplace l'illusion de l'appris par cœur. Notations et corrections ne sont traumatisantes que lorsqu'elles se raréfient, en venant de l'extérieur sous la forme d'une sanction établie par l'enseignant, après une pratique très insuffisante en densité ou trop passive en modalité, sur la base trompeuse de la seule progression des meilleurs élèves et sous la pression d'un programme à couvrir coûte que coûte. Dans de telles conditions, la majorité des élèves est condamnée à apprendre par cœur sans pouvoir s'approprier les clés actives du savoir-faire, au travers d'un jeu de dupes rendu réciproquement bluffant par l'alignement du critère de correction sur la régression majoritaire, alors même qu'il faut, au contraire, donner les moyens d'une méthode d'auto-apprentissage aussi autocorrective que possible. On n'apprend rien sans faire l'expérience de l'erreur, puisqu'apprendre revient à se risquer à la conquête d'un terrain inconnu. Tout dépend dès lors de la pente à gravir, c'est-à-dire de la façon d'étalonner les paliers successifs et plus encore de solidifier chacune des étapes correspondantes jusqu'au réflexe, avant de prétendre pouvoir viser la suivante. Dans ces conditions tout à la fois gratifiantes et responsabilisantes, l'autocorrection devient elle-même l'essentiel de la méthode, pour tous les élèves qui n'ont pas la science infuse vis-à-vis de telle ou telle matière, soit en réalité rien de moins que 90% du public scolaire. Or, ayant fait partie par définition des 5 à 10% de surdoués dans leur propre domaine au point de l'enseigner, les professeurs sont trop souvent inconscients des obstacles que 90% de leurs élèves doivent franchir. La méthode d'apprentissage autocorrectif et encadré, unifiée et généralisée autant que faire se peut,
apparaît donc comme la condition pédagogique de toute démocratisation éducative digne de ce nom, sur la base d'une constante observation expérimentale des résultats obtenus. Seule une telle approche peut permettre à chaque élève d'évoluer à son rythme, en mesurant par lui-même sa maîtrise progressive et active du programme, ce qui n'empêche aucunement de conclure la période semi-trimestrielle par un test ou contrôle professoral plus classique, dès lors dépourvu de tout caractère injuste, oppressant ou traumatisant, puisqu'il ne s'agira que de valider un résultat positif très largement majoritaire. Si les programmes et les méthodes sont finement retaillés à cet effet, 90% des élèves seront assurés d'atteindre leurs objectifs sans être trompés par une validation démagogique, ni déçus et démotivés par la sensation de ne rien maîtriser de façon cumulative, ce qui les libérera du besoin de sans cesse réviser et réapprendre vainement des bases théoriques jamais intériorisées en compétences pratiques. Pour permettre cette démocratisation pédagogique, le plus beau rôle des enseignants n'est pas de briller de tout leur feu d'érudits ou de spécialistes à la seule adresse des 2 ou 3 meilleurs élèves de la classe, mais bien de mettre en place les outils et exercices pratiques d'un auto-apprentissage accessible à tous, en observant comment chacun de leurs élèves fonctionne face aux moindres obstacles, et selon les difficultés propres au plus grand nombre d'entre eux. Ainsi pourra-t-on sans doute observer qu'en réalité, la courbe en cloche de Laplace-Gauss ressemble plus à un chapeau haut de forme qu'à celui de Napoléon, tant le fossé est abrupt entre les cas extrêmes et très particuliers de tout groupe habituel, non spécifiquement trié de quelque manière que ce soit, et la masse monolithique des individus à potentiel peu ou prou équivalent, dont les 85% d'élèves ne laissent que 7,5% d'espace statistique effectif de chaque côté. Quoi qu'il en soit, le barème officiel professoral doit permettre aux élèves de se situer par rapport à un idéal, sans forcément se comparer inutilement pour autant, et le plus important reste que tout le monde, y compris les plus faibles en la matière, puisse progresser au maximum de son potentiel intellectuel ou manuel, en étant normalement assuré que l'effort est payant en termes de résultats, surtout lorsqu'il est rendu aussi progressif que profitable par une pédagogie adaptée. D'où l'intérêt majeur pour tout enseignant d'ajuster constamment, par rapport à ses propres élèves, sa réponse aux 3 questions cruciales concernant la façon d'étalonner aussi progressivement que possible toutes les étapes nécessaires à l'objectif prévu, la façon d'activer le savoir en savoir-faire par de très nombreux exercices autonomes en études encadrées et sur la base d'une pratique individuelle ou en binôme, et pour finir, la façon de concevoir l'évaluation objective et périodique des résultats, sachant bien sûr que la créativité pédagogique et motivante que cela suppose peut se mettre en place et se perfectionner en équipe locale, se réutiliser maintes fois d'année en année sur des promotions d'élèves successives, et plus encore se diffuser via les départements jusqu'au niveau national sur la seule base de l'utilité commune des outils les plus efficaces. De ce point de vue, les travers dommageables d'un pédagogisme si justement dénoncé, dont les fondements sont faussés par des préjugés intellectuels et idéologiques d'autant plus déconnectés de toute réalité que les instances de décision sont hyper-centralisées, expliquent le recul éducatif français et son échec chaque année plus largement majoritaire, en mélangeant les exercices les plus stériles aux exigences d'une forme d'intuition réservée à une infime minorité d'élèves, préfigurant ainsi la partition sociétale de l'injustice innée, héritée ou familiale, et favorisant d'autant l'échec, la frustration, le ressentiment, l'indiscipline et jusqu'à la violence. Tout cela est le résultat d'un système antidémocratique et centralisé dont les effets pervers sont aggravés par les inégalités à la fois sociales, géographiques et culturelles, résultant de la ghettoisation des zones périphériques urbaines, aux antipodes des principes républicains. Or, le service public d'éducation commune et minimale, que tout citoyen est censé mériter de la part de l'école primaire et du collège, constitue non seulement le moyen d'acquérir les connaissances et compétences les plus indispensables à chaque futur adulte, mais plus encore la seule façon de se construire en tant que membre d'une société élargie, au-delà même du seul cadre familial ou communautaire, forcément plus limité. Les programmes et les méthodes scolaires universellement nécessaires à l'épanouissement de chaque élève dans toute civilisation d'envergure se doublent en effet d'un apprentissage citoyen,
explicite, via l'éducation civique et les matières scolaires les plus directement connectées aux faits sociétales, à l'instar de l'histoire, mais plus encore implicite grâce à la vie scolaire quotidienne, l'atmosphère de chaque classe et les conséquences vécues des conditions programmatiques et pédagogiques précédemment décrites. 5. Savoir-être, discipline et autorité. Les savoirs et savoir-faire ont pour but d'aider chaque individu à mûrir en termes de conscience, de capacité d'observation, de réflexion et de jugement, en développant autant que possible la juste liberté d'un esprit critique aussi indépendant et raisonné que possible, tandis que, parallèlement, le caractère regroupé du cadre scolaire et tout ce qui s'y passe forgent une manière d'être vis-à-vis des autres, via la découverte de camarades très différents quant à leurs horizons socio-culturels, ce qui permet à chacun d'évoluer ou de rayonner en cercle concentrique d'amitié ou de relations de travail, et de façonner une maturité en devenir grâce à un mélange aléatoire de solidarité, d'émulation et parfois même de confrontation. Sans aller jusqu'à l'extrémité d'un savoir-vivre trop élitiste, guindé ou sophistiqué, le savoir-être en milieu scolaire constitue l'apprentissage de la citoyenneté la plus pratique et quotidienne qui soit, et s'apprend, comme la plupart des choses, via le vécu des actes, autant sinon plus que par n'importe quelle explication. En ce sens, l'école et le collège s'apparentent à une famille élargie, dans laquelle se retrouve le hiatus ou fossé factuel séparant un réel toujours imparfait de l'idéal du discours, ce qui induit qu'en l'occurrence, les meilleures intentions des programmes d'éducation civique se trouvent tristement relativisées par la réalité des comportements face aux besoins de discipline minimale que toute autorité effective suppose. La dégradation patente de la qualité de vie scolaire, s'agissant du cas français qui sert par défaut d'illustration à ces réflexions, suit une courbe en tout point parallèle à celle du niveau moyen des résultats, non sans cacher de criantes disparités de cas et de proportions, à l'image d'une anti-société de plus en plus injuste, pour les raisons socio-économiques et politiques que l'on sait. L'instruction civique permet théoriquement de préparer tous les élèves à assumer leur future citoyenneté d'adultes, en les informant des fameux principes républicains et démocratiques proclamés par ce qui est sans doute la plus célèbre devise de tous les temps, liberté, égalité, fraternité, mais aussi en leur faisant découvrir les rouages principaux de la Constitution en usage, complétés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le problème tient au fait que la réalité scolaire vécue par les élèves, et plus encore son évolution au fil des années de scolarité, sont en totale contradiction avec les dits principes, sans même parler de la vie extrascolaire et familiale des élèves les plus défavorisés. Comme déjà précisé, les programmes, et surtout les méthodes de facto imposées par un des systèmes les plus centralisés qui soient, sont la cause technique et principale de l'échec majoritaire visible dans chaque classe, dans des disproportions qui s'aggravent d'année en année, avec pour résultat une atmosphère d'abandon et de démotivation propice au chahut et à l'indiscipline, autant qu'à l'irrespect face à des enseignants plus ou moins consciemment accusés d'incompétence ou d'indifférence, et ce, malgré tous les efforts de ces derniers. La passivité de spectateurs et la bête mémorisation imitative, encore trop souvent encouragée par le pédagocentrisme de la plupart des méthodes d'enseignement aux dépens de l'apprentissage, ne peuvent qu'entraîner la distraction et le bavardage, voire au mieux la grève mentale ou le chômage intellectuel caché sous l'apparence d'une présence physique obligatoire. Dès lors, le spectacle professoral a toutes les chances de se muer en bide majoritaire, tandis que les élèves les plus fragiles, dont la proportion ne cesse de croître, se rebiffent de plus en plus ouvertement en classant l'institution scolaire tout entière comme complice active d'une société violemment injuste, trouvant par là même une excuse facile au pire comportement. Au stade si essentiel de la formation d'une identité individuelle, ce fiasco systémiquement organisé fait peu à peu le lit de la déscolarisation, de l'addiction aux premières drogues et de la délinquance généralisée. Comment avoir envie d'obéir et de participer à une vie de classe équilibrée et pacifique dès lors que l'injustice et l'inégalité y sont déjà visibles, interdisant la moindre réussite authentique à la majorité des élèves? Comment ne pas se dégoûter de faire des efforts si ces derniers sont sans aucun effet, faute de méthodes d'apprentissage intelligemment proportionnées
et motivante. Comment s'approprier les principes de l'instruction civique au sein d'un cadre qui décourage et culpabilise à ce point en ne laissant que le choix d'un stress croissant ou d'un rejet total à des élèves psychologiquement et affectivement pris en sandwich entre les injonctions professorales et parentales? Comment est-il possible de se responsabiliser sans avoir les moyens d'apprentissage correspondants, ni l'exemple d'une autorité juste assurant un cadre égalitaire minimal? Toutes ces questions, ressenties au lieu d'être formulées, sont la source d'une amertume propice aux pires révoltes, en commençant par l'indiscipline chronique et provocante qui empoisonne quotidiennement l'atmosphère de trop de classe, sur fond de bravade déguisant l'échec en un semblant d'insoumission volontaire, seule façon d'attirer en vain l'attention des autres en l'absence des moyens d'expression pacifique que devrait procurer l'éducation. Le décrochage pédagogique implique cet abandon sous forme de révolte, tandis que la majorité du groupe se distrait et s'en amuse d'autant plus facilement que, même s'ils sont plus appliqués, la plupart des camarades ne se sentent pas impliqués, au point de comprendre et d'encourager les fortes têtes à titre de distraction. Or, ces dérives sont structurellement favorisées par l'excès d'enseignement par rapport à l'apprentissage, sans même compter la proportion toujours majoritaire de cerveaux disciplinés mais passifs, voire assoupis, face au monologue professoral abusif ou aux échanges et autres questions ne pouvant impliquer de fait qu'un élève à la fois. En contraste avec cette situation de cours, en partie nécessaire mais toujours insuffisante, seule une méthode d'apprentissage autonome encadrée peut responsabiliser et activer simultanément tous les cerveaux d'un groupe d'élèves, que cela soit en solo, en binôme ou plus ponctuellement en mini-groupe, avec l'avantage inégalé de permettre un rapport one-to-one entre l'enseignant et tel ou tel élève en difficulté, seule et unique façon pour le formateur de comprendre ce qui bloque ou ralentit l'apprentissage de chacun et d'affiner l'outil et son usage en conséquence en termes de progressivité ou d'intensité, quitte à profiter en plus de l'aide formatrice d'étudiants avancés ou d'un élève volontaire lui-même en avance sur le programme. Dans de telles conditions de succès très largement majoritaires enfin garanties, l'ensemble du groupe devient solidairement positif, la véritable discipline se répandant en réalité sous forme d'autodiscipline, mais aussi de respect et de reconnaissance envers l'enseignant, puisque l'efficacité de sa méthode et de ses exigences ne fait plus aucun doute. Les relations plus personnalisées ou individualisées ne font alors que renforcer le lien affectif minimal de confiance que toute transmission suppose, tandis que l'atmosphère micro-sociétale d'une classe devenue délodiste et tempérante s'apaise d'autant, au point d'assainir une injuste compétition en un équilibre optimal d'émulation et de solidarité propre à ne plus exclure qui que ce soit. C'est uniquement dans ce contexte d'équité généralisée que les vraies fortes têtes éventuelles, soit en réalité 2 élèves par groupe de 25 ou 30, se sentiront obligés de respecter le flot majoritaire, en se faisant remettre à leur place par leurs propres camarades, tout en étant punis comme il faut par une autorité professorale ou administrative enfin légitimée. Mieux encore, toutes les personnes en charge de l'encadrement profiteront de l'autonomisation apaisée de l'écrasante majorité du public scolaire pour prendre le temps de se concentrer plus efficacement que jamais sur des cas particuliers devenus de plus en plus rares, en complétant la sanction nécessaire par une juste attention aux vraies causes profondes de certaines détresses individuelles, et d'autant plus facilement que tous les effets démotivants propres à l'éducation nationale auront bel et bien disparu. À travers la tempérance des programmes, des méthodes et des pratiques d'apprentissage ainsi définies, et quel que soit le lieu concerné, chaque classe d'éducation commune deviendra immanquablement le deuxième espace de socialisation de l'enfant ou du jeune adolescent, en parallèle avec le premier espace familial, et le mode de vie élargi qui s'y inscrira permettra effectivement de construire le citoyen en vivant et en appliquant dans les moindres occasions les principes universels de toute éducation civique, donnant corps au programme correspondant sans la moindre contradiction notoire, et ce, dans le cadre scolaire comme à l'extérieur, s'agissant d'une société dûment délodiste et biéconomique. La vie de classe et toutes les activités partagées de chaque établissement scolaire trouveront dès lors le sens commun et constructif qui leur fait si cruellement défaut jusqu'à présent, tandis que l'autorité hiérarchique,
toujours indispensable envers des personnes mineures, se distillera sous forme de responsabilisation individuelle et collective en fonction des contextes, afin de promouvoir l'autonomie croissante et la confiance en soi comme mutuelle que toute éducation doit favoriser en vue de l'âge adulte. L'apaisement généralisé qui découlera très logiquement d'une telle évolution, dans le cadre d'une école, d'un collège, et a fortiori d'un lycée devenu aussi exemplaire que la société républicaine elle-même, permettra aux disciplines essentielles que sont l'instruction civique et l'histoire de former tous les adultes en herbe aux pratiques du dialogue citoyen, ainsi qu'au respect de l'opinion d'autrui et de la loi commune issue de la préférence majoritaire, y compris si l'on se sent différent ou minoritaire de quelque manière que ce soit. C'est seulement par le biais de cette évolution scolaire, dans cette direction spécifique passant par la démocratisation pédagogique de l'apprentissage, que l'exemplarité et l'universalité de la démocratie permettront à tous les enfants et jeunes adolescents de filtrer eux-mêmes et en pleine conscience les meilleures influences de leur milieu familial ou extrascolaire par l'acquisition d'un réel esprit critique via la comparaison entre les faits ou les actes et les principes. En effet, c'est en devenant ainsi émancipatrice pour le plus grand nombre d'élèves que l'éducation commune libérera ces derniers de tout abus de pouvoir parental autant que professoral, en procurant à chacun les moyens de sentir et de comprendre spontanément si telle ou telle obligation est justifiée par sa cohérence avec la réalité de son vécu, et si les principes éducatifs, philosophiques ou même religieux qui sont proposés ou imposés vont dans le sens de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, tels que seule cette néo-éducation tempérante les réalisera dans la vie scolaire quotidienne, alors même que, jusqu'à aujourd'hui, le photocopieur géant et inégalitaire qu'est devenu l'éducation nationale ne fait qu'encourager les adolescents déçus à se livrer corps et âme à des replis familiaux ou communautaires dangereusement intolérants, voire à une délinquance de groupe menant à la criminalité des gangs mafieux. Les concepts d'autorité et d'obéissance, comme ceux d'adhésion ou de soumission, pourront alors prendre tout leur sens à travers le libre choix d'élèves construits, car instruits par un milieu scolaire enfin équilibré, permettant à la quasi-totalité des jeunes d'éviter les excès de toutes les options extrêmes, lesquelles ne sont que les fruits empoisonnés d'une illégitime manipulation par abus de pouvoir constamment minoritaire. 6. Un cadre et des moyens. Des points de vue organisationnels, administratifs et logistiques. L'éducation commune, redéfinie dans les sections qui précèdent, va de pair avec un pilotage communal ou local aussi proche que possible des citoyens, suivant le principe du localisme de souveraineté, seule façon d'associer tous les acteurs en maximisant leur autonomie de gestion et d'optimisation de tous les moyens humains et matériels en fonction des besoins. Dans une société devenue délodiste et biéconomique, de facto apaisée par l'équilibrage du temps et de l'argent quant à la façon de gérer l'économie publique, on peut être certain que les moyens attribués à l'éducation commune seront plus appropriés et efficaces que jamais, puisque leur priorisation et leur répartition seront directement dictées par la volonté majoritaire telle qu'elle s'exprimera nationalement, tandis que l'application concrète des moyens correspondants responsabilisera chaque commune dans l'intérêt de ses propres enfants et adolescents. L'universalité nécessaire à l'égalité culturelle minimale et citoyenne que suppose l'école primo-secondaire pré-lycéenne impose le même contenu et les mêmes moyens minimaux sur tout le territoire républicain pour garantir un socle éducatif commun à tous les citoyens, l'essentiel étant que les programmes scolaires, tout comme les personnels et matériels nécessaires, favorisent les mêmes proportions de succès en tout lieu, ce qui n'est pas incompatible avec des initiatives et innovations locales dès lors que ces dernières vont dans le sens d'une constante amélioration. À cet effet, il sera pertinent de s'assurer que les programmes et horaires communs à tous les citoyens laissent une marge disponible de temps et de lieux propice à l'adaptation ou l'innovation locale en milieu scolaire ou périscolaire. On peut par ailleurs s'attendre à ce que le nombre d'élèves par classe diminue dans des proportions toujours plus propices à la réussite scolaire, surtout s'agissant de matières orales impliquant un haut degré de participation, à l'exemple des langues étrangères, tandis que sur d'autres plans,
La liberté d'initiative complémentaire encouragée par la décentralisation des moyens suscitera nombre d'innovations locales à la fois pratiques et écologiques, dont les plus utiles pourront être aussitôt promues via le département jusqu'à l'échelon national. Il paraît donc essentiel que l'éducation commune, vue en tant que contenu ou objectif minimal à atteindre pour tous les citoyens en herbe, ménage un espace non négligeable à l'initiative du terrain. D'abord à titre de complément, puisque par définition, toute innovation ne concerne au départ qu'une ou plusieurs personnes faisant face à un obstacle aussi concret que local, ou envisageant quelques perfectionnements bienvenus. S'agissant des secteurs éducatifs privés et publics, l'un et l'autre doivent naturellement être soumis aux mêmes contraintes d'objectifs et de moyens afin de garantir à tous l'éducation minimale qui servira de dénominateur commun aux générations adultes à venir. Par principe, le socle éducatif citoyen que représentent l'école primaire et le collège ne devrait pas susciter le moindre besoin d'établissements privés, et ce, d'autant moins que le secteur public deviendra plus équitable et plus performant en termes de réussite généralisée grâce au contexte délodiste et biéconomique. Sous l'angle ici spécifique du programme d'éducation commune, les institutions privées ne pourront en aucun cas changer ni réduire la teneur des enseignements prévus pour tous, ce qui impliquera un strict contrôle des établissements sous contrat et hors contrat, faute de quoi les enseignements seraient aussi illégaux qu'illégitimes, sachant en plus que ces contrôles devront faire partie des attributions communales pour garantir la transparence locale des contenus scolaires universels. Selon la préférence des majorités citoyennes futures, les écoles et collèges, dits libres ou privés, pourront être autorisés ou interdits sans que cela n'ait plus grand-chose à voir avec les niveaux et autres résultats atteints par la quasi-totalité des élèves, tandis que les critères culturels ou sociologiques encore retenus par les parents pour choisir le lieu d'éducation de leurs enfants perdront peu à peu de leur utilité dans une société devenue propice à la mixité sociale, grâce à la prédominance d'une identité citoyenne commune enfin effective. À la seule condition de respecter en tout point le programme d'éducation commune et ses résultats attendus pour asseoir l'égalité éducative minimale, toute liberté complémentaire d'ordre privé peut paraître légitime, en tant qu'espace d'initiative locale relevant du choix des citoyens adultes que sont les parents d'élèves, même si certains aspects de ces compléments éducatifs risquent d'être contradictoires avec la philosophie citoyenne, voire face aux principes et connaissances enseignés à chaque génération. Dans la mesure où l'éducation commune deviendra vertueuse à travers l'apprentissage de principes républicains enfin démontrés par la réussite de quasiment tous les élèves, ceux-ci auront les moyens, via la découverte et la pratique précoce de débats tempérants et tolérants, de comparer la cohérence des discours et des pratiques scolaires, familiales ou autres, quelles que soient les influences extérieures concernées. Une éducation délodiste et tempérante, forgée sur l'égalité minimale dans le respect des différences, ne craindra aucune comparaison visant à diviser ou manipuler, à tel point que l'école publique agira comme un aimant émancipateur et contagieux vis-à-vis de toute institution privée, un tant soit peu mal intentionnée envers ses propres élèves. L'effet filtration du délodisme, déjà observé dans maints domaines, maintiendra à terme les seules écoles privées dignes de garantir un plus authentique à leurs élèves, gommant peu à peu les dérives idéologico-religieuses de certains établissements, lesquels finiront par s'apaiser et s'équilibrer pour ne pas disparaître face à la concurrence, puisque leurs principaux excès ne sont le plus souvent qu'une réaction sectaire ou communautaire qui profite et prend prétexte des dérives et autres manquements propres aux sociétés prétempérantes au travers de leur système éducatif public. 7. La transmission de la tempérance. Au final, c'est par une réussite majoritaire constamment élargie, via la généralisation de méthodes d'apprentissage accessibles à tous les élèves et l'apaisement subséquent de la vie scolaire quotidienne, que se transmettra en pratique comme en discours la tempérance républicaine et démocratique, c'est-à-dire la prise de conscience explicite des valeurs humanistes et universelles des Lumières, un respect mutuel dynamique unissant la norme majoritaire à la différence minoritaire. Dès le cadre de l'école primaire, et plus encore tout au long des années de collège, les conditions pacifiques du vivre ensemble
rendue enfin pertinente et concrète par la justice éducative d'une réussite plus authentique et accessible à tous, feront immanquablement évoluer la culture scolaire, périscolaire et extrascolaire dans le sens d'une liberté responsable. L'égalité de répartition des chances de réussite deviendra la face visible et concrètement vécue des principes de la devise républicaine et démocratique, et plus encore, le tronc commun idéal de toutes les valeurs morales de justice et de respect que devraient théoriquement prôner les religions, les idéologies et autres philosophies dans ce qu'elles peuvent offrir de meilleur, à l'exclusion du fouillis des branchages extrêmes et sectaires qui les divisent au point de déséquilibrer l'arbre généalogique de notre humanité. En particulier, pouvant enfin s'appuyer sur le vécu scolaire le plus quotidien, le message essentiel de l'instruction civique permettra à tous les enfants et collégiens d'intégrer, tant en conscience que dans les actes, les droits et devoirs d'une démocratie à leur échelle, la curiosité face à l'infinie diversité des milieux familiaux et culturels, et plus encore, au travers d'une pédagogie accessible basée sur des jeux de mise en situation pratique, la compréhension de l'équilibrage évolutif régissant la relation entre minorité et majorité. Face au démantèlement sociétal qui caractérise chaque nouvel effondrement historique, à l'instar de ce qui se produit de nos jours sur une échelle devenue planétaire, la recette vitale à transmettre est en effet celle du respect mutuel, par des exemples et situations aussi simples que possible, afin de faire comprendre à tous l'utilité de l'intérêt commun majoritaire, autant que l'obligation pour la majorité de respecter toute différence minoritaire compatible avec la loi. Cela revient également à rappeler les conditions du respect des libertés dès lors que les intéressés assument entièrement les responsabilités qui leur sont associées, sans nuire ni s'imposer à quiconque. Or, ce bel enseignement de tempérance républicaine sera grandement facilité dans un cadre sociétal devenu délodiste et bi-économique, puisque seules les valeurs humaines les plus positives seront de facto promues dans la réalité quotidienne de chacun, supprimant les contradictions et cas de conscience qui obligent jusqu'à présent les enseignants à transmettre des institutions à la fois injustes et violentes, à la manière de complices plus ou moins récalcitrants. Fort heureusement, et aux antipodes de ce triste rôle forcé, la libération de la conscience humaniste des enseignants, grâce à la cohérence totale enfin garantie entre la théorie et la pratique, ou les discours et les actes, leur fournira la récompense motivante de leurs efforts via la conscientisation de tous leurs élèves, tandis qu'un cadre d'équité culturelle fondamentale invitera chaque citoyen, mineur ou majeur, à l'adhésion irrépressible et lucide aux valeurs universelles les plus nobles et pacifiques d'une égale citoyenneté culturellement vitale, suscitant une tolérance généralisée par le dépassement respectueux de toutes les identités subsociétales. Mai 2021.